Au cœur de l'Espagne, perché sur une colline au bord des eaux paisibles du Tage, je ressemble à une œuvre d'art. Une harmonieuse juxtaposition de maisons, de couvents et d'églises, dominée par la cathédrale Santa Maria et le massif Alcázar. Nombreux sont les peintres et les poètes à avoir vu une source d'inspiration en moi. Tolède, ville des trois cultures et siège de royaumes déchus. Située à 1 heure de route de Madrid, je suis aujourd'hui la capitale de la communauté autonome de Castille-La Manche. Riche de 2 millénaires d'histoire, j'ai été façonnée par divers héritages culturels dont je porte encore les traces. Romains, Visigoths, musulmans, juifs ou catholiques, tous ont cherché à s'implanter durablement sur mes terres. Captivante et fantasmée, je suis parfois vue comme un symbole d'équilibre, où différentes civilisations ont pu se côtoyer et vivre en harmonie. Mais c'est oublier les nombreuses tragédies qui ont forgé mon destin. Parcourir mon labyrinthe de ruelles sinueuses est comme un voyage dans le temps. Mais remontons à mes origines. Voici mon histoire. Tout a commencé là, au cœur de la vallée du Tage. Dans cette région bordée de chaînes montagneuses, le grand fleuve a habilement creusé des sillons parmi les vastes plaines rousses. Dès la préhistoire, des hommes ont vécu sur mon futur territoire et ont posé mes premières pierres. Mais il faut attendre le IIIe siècle avant notre ère pour que mon histoire débute réellement. La péninsule ibérique est le théâtre d'affrontements opposant deux des plus grandes puissances de l'Antiquité, Rome et Carthage. Pour prendre l'avantage, les Romains se lancent dans la conquête de territoires sous l'emprise de leurs ennemis et livrent bataille contre les peuples indépendants qui y demeurent. Vers l'an 193 avant Jésus-Christ, ils arrivent finalement sur mes terres. Se quedan con un territorio, todo lo que es el Levante y el sur, y muy pronto se dan cuenta del valor estratégico de Toledo y que es necesario controlar el vado del Tajo para asegurar esas posesiones. Entonces, a partir de ahí, en el 192 a.C., llega el primer ejército romano a estas tierras del interior y conquista lo que hoy es Toledo, bueno, pues para establecer ese núcleo de control que le permite mantener las provincias de Hispania. A partir de ahí, Toledo se va a convertir en un lugar, bueno, pues en principio estratégico, pero poco importante desde el punto de vista urbano, aunque luego ya, siglos después, con lo que va a ser el desarrollo del imperio, bueno, pues será un lugar elegido para crear uno de los municipios romanos. Soucieux de maintenir leur influence dans leur nouvelle province d'Hispanie, les Romains se mêlent aux populations autochtones pour forger un nouveau peuple. Ils amènent avec eux leurs institutions, leurs coutumes et leur culture pour faire de moi un reflet de leur civilisation. Il me faut devenir une cité romaine exemplaire en prenant pour modèle la glorieuse capitale de l'Empire. Roma lo que hace a partir del siglo I
es generar un modelo en el que todos intentan imitar a Roma, todos intentan crear un núcleo parecido a Roma para mostrar su romanidad y para administrar el territorio. Y aquí en Toledo eso es lo que se hace, es decir, crear una pequeña Roma en la que las élites locales van a intentar emular al máximo lo que hacían las élites de la capital. Grands bâtisseurs, les Romains me dotent rapidement des édifices modernes et spectaculaires dont ils ont le secret. Les chantiers se multiplient, l'un des plus importants étant la construction d'un cirque qui figure parmi les plus vastes de l'Hispanie romaine. Era, por decirlo de alguna manera, como el fútbol hoy, en el sentido de que la gente se alineaba por equipos y formaba parte de la cuadriga de los blancos, de los rojos, de los azules, de los verdes, y eso, bueno, pues hacía que la vida ciudadana se animase, por decirlo de alguna manera. El circo era capaz de, bueno, pues de albergar a más de 20.000 espectadores, entre 20 y 30.000 espectadores, y eso muestra que la importancia no solo de la ciudad, que evidentemente la tenía, pero sobre todo del territorio. Autre caractéristique des cités romaines, la gestion de l'eau. Mes habitants bâtissent des ponts pour franchir le Tage, mais souhaitent aussi m'équiper de systèmes d'approvisionnement et d'évacuation. Bien que je sois cerné par le fleuve, ce dernier se trouve en contrebas de ma colline et aucune technologie ne permet de soulever l'eau sur une aussi grande distance. Les Romains sont donc forcés de la puiser bien plus loin et de construire un aqueduc pour la faire venir jusqu'à moi. Elle est ensuite acheminée vers de grands réservoirs souterrains qui permettent d'approvisionner mes différents quartiers. Ce système ingénieux permet aux Romains d'installer des établissements emblématiques de leur culture. En Toledo hubo un gran complejo termal, que es el que se está empezando a conocer, y es uno de los grandes edificios que, igual que el circo romano muestra la romanidad, la terma muestra el modo de vida romano. Y entonces, si tú quieres ser un romano, un buen romano, y eso suponía mucho, tenías que ir a las termas, tenías que ir al circo, al teatro. Je reste romaine durant plusieurs centaines d'années. Mais au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident est à l'agonie et voit arriver sur son territoire de multiples peuples germaniques, en quête de nouvelles terres où s'installer. Submergés par l'ampleur de ces migrations, les Romains passent des traités avec certains des chefs étrangers et les chargent de protéger leurs frontières en échange de territoires. Parmi ces fédérés figurent les Wisigoths, un peuple réputé pour ses relations turbulentes avec l'Empire. Désormais alliés de Rome, ils sont invités à entrer en Gaule aquitaine et chargés de mener des opérations de pacification en Hispanie. La gente cree, o muchas veces se ha desarrollado la imagen, de que los visigodos llegan a sangre y fuego, arrasan con el imperio, los pueblos bárbaros y demás. Y, por ejemplo, los pueblos visigodos llegan a la península ibérica como ejército de Roma. Es decir, ellos vienen con un pacto, son los federados, que vienen a luchar contra vándalos, alanos y suevos, que son los que se han colado en el imperio. Es decir, ellos son el ejército romano. Entonces, lo que ocurre es que cuando cae el imperio, bueno, ellos están en esta zona, detentan el poder militar y como tal lo que hacen es aprovecharlo y generar, bueno, pues una formación política a partir de ese poder que ellos tienen. Le déclin de Rome permet aux Wisigoths d'étendre librement leur royaume, qui comprend la péninsule ibérique et une partie de la Gaule. C'est là que se trouve leur capitale, Toulouse. Mais cet apogée territorial est bientôt mis en péril par l'influence grandissante de Clovis, roi des Francs, qui inflige aux Wisigoths une cuisante défaite lors de la bataille de Vouillé au printemps 507. Leur débâcle va bouleverser le cours de mon destin. Après avoir tenté de fixer la cour dans différentes cités, les Wisigoths font de moi le siège de leur pouvoir.
Mon prestige ne cesse de grandir. Capitale politique et religieuse, j'accueille le sacre des rois, ainsi que les conciles de Tolède, grandes assemblées d'évêques, où se joue parfois l'avenir du royaume. C'est au cours de l'un d'eux, en 589, que le roi Récared se convertit au christianisme, religion de ses sujets hispano-romains. Les dissensions d'autrefois n'entravent plus l'unité, et une première forme de sentiment national émerge en Espagne. S'ils ne renient pas l'héritage romain, les souverains wisigoths souhaitent apposer leur marque sur mon territoire. Su referente ya va a ser Constantinopla, va a imitar el ambiente cortesano de los grandes emperadores bizantinos y eso hace que la ciudad cambie por completo. Si a eso le sumamos la importancia que va a tener el cristianismo a partir del siglo V, siglo VI, claro, la ciudad antigua, con sus circos, teatros, anfiteatros, da lugar a una ciudad completamente diferente, con palacios episcopales, grandes iglesias, espacios ceremoniales de otro tipo y sede de un poder. Au 7e siècle, ma cour devient une référence que l'Europe entière regarde avec intérêt et admiration. À cette prospérité culturelle indéniable s'ajoute un fonctionnement politique bien rodé qui repose sur les élites de la société visigothique. En torno a Toledo se asentó buena parte de lo que es esas familias visigodas, esos potentes visigodos, entre los cuales se elegía al rey. El rey visigodo no era un rey por familia, era un rey por elección entre unas pocas familias. Claro, esos nobles tenían una capacidad económica, tenían unas fincas, unas propiedades y una capacidad adquisitiva que hacía que tuvieran, bueno, pues acceso a toda una serie de productos, evidentemente, que marcaban su estatus. Cuando además en una sociedad como la visigoda, que era de carácter, es decir, cuya monarquía era electiva, el aparentar era mucho. Y eso hacía que las artes suntuarias, o sea, lo que era la representación del poder, bueno, pues tuviera mucha importancia. Bijoux, parures de vêtements, les Visigoths apprécient le travail des métaux précieux et mêlent les traditions byzantines et germaniques. Le mystérieux trésor de Guarasar rassemble une vingtaine de couronnes votives, des pièces d'orfèvrerie remarquables, offertes à l'Église en signe d'allégeance. C'est probablement au début du 8e siècle que les Visigoths décident d'enfouir hâtivement ces biens inestimables pour les mettre à l'abri. Car à cette époque, de redoutables conquérants viennent de débarquer en péninsule ibérique, et leur avancée spectaculaire semble inexorable. Les Omeyyades, dynastie arabe qui domine le monde musulman, se sont emparés de l'Afrique du Nord et souhaitent encore étendre leur territoire. En 711, le général berbère Tariq ibn Ziyad arrive à Gibraltar à la tête d'une armée. Sa progression est fulgurante et le mène sur les rives du Guadalete, où il affronte le dernier roi wisigoth, Roderick. La bataille est terrible. Désarçonné par les techniques de combat adverses et trahi par certains de ses alliés, Roderick est finalement vaincu et entraîne son royaume dans sa chute. Pour les Omeyyades, cette éclatante victoire est décisive et facilite le reste de la conquête. L'une après l'autre, les cités d'Hispanie tombent aux mains du pouvoir califal. Ce dernier dirige alors son regard vers moi, la capitale, dernier bastion du pouvoir wisigoth. Les représentants de l'Église et de la noblesse se sont enfuis, laissant le champ libre aux armées arabo-berbères. Certains voient même d'un bon œil mon changement d'allégeance. Malmenée et persécutée par les Visigoths depuis des décennies, la communauté juive espère des jours meilleurs et coopère volontiers avec les envahisseurs. Une nouvelle page de mon histoire s'ouvre. Mon statut de capitale m'est bientôt retiré au profit de Cordoue, l'une des premières villes conquises par le califat.
je demeure toutefois l'une des plus importantes cités de la Nouvelle-Espagne musulmane, Al-Andalus. Los musulmanes mantenían una tolerancia con los que ellos llamaban las gentes del libro, es decir, aquellas practicantes de religiones reveladas, que eran fundamentalmente los cristianos y los judíos. Los judíos con el Antiguo Testamento y los cristianos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, digamos lo que son los evangelios, ¿no? Le pouvoir califal opte pour une solution pragmatique. Il octroie aux non-musulmans le statut de dhimmi, qui les autorise à conserver leur culte et leurs biens en échange d'un impôt. Bien sûr, juifs et chrétiens sont soumis à certaines restrictions, mais cette tolérance reste étonnante pour l'époque. Dans le même temps, la culture des conquérants se diffuse et est peu à peu absorbée par l'ensemble de mes habitants. El mozárabe es el cristiano que, tolerado por los musulmanes, puede vivir en una sociedad islámica, ¿no? Y los mozárabes se arabizasen. Entendido por arabizarse el hecho de que no perdieron su religión, pero sí que empezaron a hablar el árabe. Los textos que podían escribir eran en latín, porque eran sobre todo clérigos, digamos, los que lo hacían, pero el resto de la población, a nivel cotidiano, lo que hablaban era el árabe, se expresaban en árabe. Y cada vez más se fueron arabizando, es decir, que se vestían como los árabes, hablaban como ellos, comían como ellos, es decir, que hubo un proceso de aculturación, digamos, muy fuerte, digamos, en ese sentido, ¿no? Lo único que le diferenciaba era que, claro, que en vez de ir a rezar a una mezquita, pues iban a rezar a una iglesia, ¿no? Y aparte de ese motivo, que supuso que algunos de ellos, al final, claro, se fueron convirtiendo al Islam. Mes nouveaux seigneurs s'adonnent à de multiples transformations. Mon architecture évolue alors que j'adopte un plan urbain typique des villes arabes, avec un centre commercial et religieux bordé de zones d'habitation. Le tracé rectiligne hérité des Romains est remplacé par un dédale de ruelles étroites et sinueuses pour s'adapter à l'augmentation de la population. Comme toutes les grandes cités d'Al-Andalus, je possède un alcazar, un palais fortifié construit sur les ruines de l'ancienne résidence des souverains wisigoths. Cet édifice surplombe les alentours et abrite les autorités qui me gouvernent. Pour prévenir les attaques ennemies, ces dernières renforcent mes fortifications. Faite de pierres taillées et de briques, ma nouvelle muraille est surmontée de merlons et percée de 11 portes, un nombre qui témoigne de mon importance. Les architectes musulmans bâtissent aussi de nombreuses mosquées un peu partout sur mon territoire. La plus vaste d'entre elles, la mosquée Al-Hama, se situe en mon cœur et tous les fidèles s'y réunissent chaque vendredi, jour de prière collective. Sous le règne des Omeyyades, mon rayonnement culturel et ma prospérité commerciale sont incontestables. Mais au XIe siècle, cette puissante dynastie s'éteint et précipite la chute du califat de Cordoue. Privé d'unité, Al-Andalus est morcelé en une multitude de petits royaumes indépendants appelés taïfa. Depuis la conquête musulmane, les descendants des Wisigoths attendent leur heure et veulent reprendre les territoires dont ils se considèrent les propriétaires légitimes. Alphonse VI est le souverain des royaumes de Castille et de Léon, dernier bastion de la chrétienté en Espagne. Profitant du désordre politique qui règne dans la péninsule, il organise une grande campagne qui reçoit le soutien de la papauté.
des chevaliers des royaumes de France, de Normandie, d'Aquitaine et de Champagne viennent en nombre pour aider à rétablir la domination chrétienne en Occident. L'heure de la Reconquista a sonné et l'armée d'Alphonse VI arrive bientôt devant mes portes. En 1085, après un long et douloureux siège, les héritiers du royaume wisigoth reviennent enfin dans ce qui fut la capitale de leurs ancêtres. Dans un premier temps, Alphonse VI tente de maintenir la tolérance religieuse qui avait cours durant l'ère musulmane. Au cours de cette période, les échanges culturels s'accentuent et je vis peut-être mes instants les plus glorieux. Este conglomerado de tres religiones, la ciudad de las tres religiones, como se le denominará, y luego bueno, pues todo el tema que está en relación con la buena convivencia, las relaciones entre ellos, que no siempre fue tan buena como a veces se piensa, pero bueno, por lo menos esa imagen que ha dado Toledo como la ciudad de las llamadas tres culturas, ¿no? Si mes habitants conservent leur demeure, l'archevêché se saisit de mes multiples mosquées qui changent progressivement de confession. Mais la main-d'œuvre et les savoir-faire musulmans sont reconnus et admirés, si bien que les autorités chrétiennes n'hésitent pas à faire appel à eux pour la construction de nouvelles églises. Les cultures s'entrechoquent et fusionnent pour donner naissance à un style nouveau, l'art mudéjar. Les arabesques et les arcs outrepassés se mélangent au style gothique ou roman, et mes bâtiments se parent de motifs complexes et de plafonds à caissons. Une architecture créative et ambitieuse, fruit du métissage culturel. L'époque musulmane a laissé des traces dans de nombreux domaines. Un héritage qui me permet de devenir un centre intellectuel de premier plan. En Toledo se habían conservado, desde la época de la Taifa, pues libros escritos en árabe, cuyo contenido interesaba mucho a los intelectuales, por así decir, de Europa, ¿no? Les interesa conocer gran parte de la cultura antigua, grecolatina, que habían conocido a su vez los árabes y que esos textos los habían traducido al árabe, muchos textos de filosofía, por ejemplo, porque claro, esos textos se conservaban en Toledo, escritos en árabe, ¿no? Y claro, en Toledo sí que había gente que sabía árabe, evidentemente, ¿no? Estaban los mozárabes, que todavía pervivían, que sabían árabe, estaban los judíos, porque muchos de ellos sabían el árabe, y sobre todo porque en Toledo, durante gran parte todavía del siglo XIII, se siguió hablando el árabe. Aquí se produjo un fenómeno que es el que se conoce con el nombre de la Escuela de Traductores de Toledo. Au XIIe siècle, sous l'impulsion des archevêques de Tolède, de nombreux textes scientifiques et philosophiques sont traduits en latin, la langue de l'Église, pratiquée par tous les lettrés d'Occident. Ce mouvement permet aux chrétiens de découvrir des œuvres majeures de l'Antiquité, signées Aristote, Hippocrate ou Ptolémée, mais aussi de s'approprier le savoir arabe. Les clercs s'attaquent même au Coran, qu'ils traduisent pour mieux comprendre la religion ennemie et donc la combattre. Au siècle suivant, le roi Alphonse X s'intéresse de près aux possibilités qu'offrent les traductions. Ce souverain érudit, passionné par les sciences, apporte toutefois un changement majeur au processus. Il réunit une équipe de savants chrétiens et juifs dont la mission est de traduire les textes non plus en latin, mais dans la langue officielle du royaume, le castillan. Cette décision permet de rendre le savoir plus accessible, mais aussi d'enrichir la langue parlée par le peuple et d'établir ainsi les bases de l'espagnol moderne. Peu à peu, le christianisme raffermit son emprise sur mon territoire. En plein centre-ville, un nouveau chantier colossal débute. Hasta el siglo XIII, durante todo el siglo XII, la Catedral de Toledo fue la antigua mezquita.
Es decir, como Córdoba en este sentido, ¿no? Es decir, era el mismo edificio convertido en iglesia, ¿no? En catedral en ese caso. Pero, por los motivos que sea, deciden hacer un edificio con una arquitectura más actual y a nivel del momento, que es el gótico, el estilo gótico, y entonces la empiezan a tirar gradualmente y se tardó varios siglos, ¿no? Hasta el siglo XV no se remata la construcción de la Catedral de Toledo y se empezó, ¿no?, a comienzos del siglo XIII. Les architectes chargés de ce projet titanesque suivent les canons du gothique français et s'inspirent d'ouvrages tels que la cathédrale Saint-Étienne de Bourges ou Notre-Dame de Paris. Les façades extérieures se garnissent d'élégants arcs-boutants, de portails imposants et de statues délicatement sculptées. Siège de l'archevêché, la cathédrale Santa Maria sera amenée à évoluer au fil des époques et des influences. À quelques centaines de mètres de cet édifice emblématique, une autre communauté poursuit son développement et vit regroupée sur une portion distincte de mon territoire. Caractérisé par son entrelac de ruelles et ses splendides synagogues de style Mudéjar, mon quartier juif s'est imposé comme l'un des plus importants du pays. La comunidad judía en Toledo fue muy significativa, ¿no? En el siglo XIII y luego en el XIV fue la más importante de Castilla, ¿no? En Toledo, diríamos, fue muy activa. Y los judíos, muchos se dedicaban al comercio, tenían sus tiendas, no solo en la judería, sino distribuidas por Toledo. Durante el siglo XII, parte del XIII, la convivencia no fue mala. No hay ataques así significativos a los judíos. Sí que había medidas contra ellos, pero no solamente aquí, diríamos en el reino castellano, ¿no?, sino que eran un poco a nivel de la cristiandad, que a veces eran disposiciones por parte de los papas, que por ejemplo ya se les obligaron a llevar una señal distintiva para que se supiese que era un judío, lo que luego ha pasado posteriormente, ya se dio también en aquella época, ¿no? Tenían que pagar sus tributos, sus impuestos a los poderes cristianos, evidentemente. Le quartier juif compte de nombreux savants et poètes réputés qui participent activement à ma vie intellectuelle. Leur assistance est fréquemment requise par les souverains chrétiens qui apprécient leurs compétences dans des domaines tels que la médecine, l'administration ou la finance. Mais à partir du XIVe siècle, le royaume traverse une grave crise économique qui attise les rancœurs et les haines. Le fragile équilibre entre les communautés religieuses s'apprête à voler en éclats. La gente muchas veces pues no tiene dinero. ¿Y a dónde acude? Pues acude a quien lo tiene para que se lo preste, ¿no? Y en aquel contexto, quienes podían prestar dinero eran algunos judíos que tenían dinero por negocios a los que se habían dedicado, ¿no? Deudas que luego muchas veces no se podían pagar. Y de ahí el intento de librarse de esas deudas, ¿no?, que difícilmente, diríamos, se conseguía, pero se fue generando una especie como de odio, digamos, hacia los judíos, que desembocó sobre todo a finales ya del siglo XIV, en asaltos de juderías. Au XVe siècle, l'Espagne est gouvernée par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Ces deux souverains ambitieux sont de fervents catholiques. Ils poursuivent la reconquista entreprise par leurs ancêtres et cherchent à imposer l'unité religieuse à l'ensemble de leur royaume. Avec le concours du pape, ils instaurent l'Inquisition, une juridiction ecclésiastique dont la mission est de débusquer ceux qu'ils nomment les hérétiques. En 1485
se instaló aquí un tribunal y que tenía jurisdicción no sobre los judíos, pero sí sobre los convertidos, sobre los judeoconversos, sobre los cristianos nuevos, como se llamaba entonces. Y tuvo mucho impacto debido a que los judeoconversos sí eran muy numerosos en la ciudad, porque la mayoría de sus habitantes tenía sangre judía de una forma o de otra. En los primeros años hubo una serie de autos de fe en la que los que se inculpaban a sí mismos eran rehabilitados mediante una ceremonia de humillación y de composición en dinero. Pese a todo, el problema no se solucionó, porque la presencia de los judeoconversos fue una de las características principales de la vida en la ciudad de Toledo durante todo el siglo XVI y serían objeto de discriminación. La Inquisición fue un factor de división social, por cuanto la delación podía significar la cárcel o la humillación para muchas personas por el mero hecho de llevar esa sangre judaica en sus venas o por haber, a juicio de los delatores, haber sido culpables de judaización, de una vuelta atrás en su fe, ya que estaban bautizados. Y eso sí, una vez que estaban bautizados, ya la Inquisición tenía plena jurisdicción sobre ellos. Suspectés de mentir sur leur foi, les nouveaux chrétiens sont mis au banc de la société. La pureté du sang devient une véritable obsession. Pour occuper certaines fonctions civiles ou ecclésiastiques, mes habitants doivent ainsi présenter des certificats prouvant qu'ils ne possèdent aucune ascendance juive, maure ou protestante. Ceux qui ne peuvent fournir les documents nécessaires ont l'interdiction d'officier au sein de la cathédrale, des monastères, de l'université ou de l'administration. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, dits les rois catholiques, ne reculent devant rien pour asseoir la primauté chrétienne. Leur ferveur et leur zèle se matérialisent dans le monastère de San Juan de los Reyes, un bâtiment grandiose dont l'édification, au cœur de mon quartier juif, a les allures d'une démonstration de force. Sur l'austère façade, les chaînes des esclaves chrétiens de Grenade rappellent à tous que les rois d'Espagne ont libéré l'Occident catholique et chassé les infidèles. Au début du XVIe siècle, la Renaissance arrive en Espagne et un souverain d'un genre nouveau monte sur le trône, Charles Ier, plus connu sous le nom de Charles Quint. Petit-fils des rois catholiques et membre de la puissante maison de Habsbourg, il s'impose comme le monarque le plus puissant d'Europe, grâce à ses multiples héritages et conquêtes. El reinado de Carlos V supone un cambio de dimensión en la historia de esta ciudad y en la historia de España. De una política regnícola, como había sido la imperante en la Edad Media, se pasa a un ámbito internacional, a un ámbito imperial. Se considera que la nueva administración se basa en consejeros flamencos, extranjeros, que Carlos V, también considerado un rey extranjero. La noblesse des cités de Castille ne tarde pas à se soulever contre ce roi inexpérimenté qui fait passer ses ambitions impériales avant tout. Je suis en première ligne de cette grande révolte, et l'un de mes habitants est nommé chef de l'armée rebelle, Juan de Padilla. L'engagement de cet hidalgo tolédan lui coûte sa tête, car Charles Quint se montre implacable et noie la contestation dans le sang. Cette victoire lui permet d'asseoir son pouvoir et d'initier un long règne au cours duquel il parcourt régulièrement son vaste empire. Il n'existe donc pas de capitale officielle, la cour royale étant itinérante. Bien qu'il ne soit guère populaire sur mes terres, le souverain fait de moi l'une de ses cités favorites en Espagne. Il peut compter sur le soutien du haut clergé et laisse aux puissants cardinaux le soin d'œuvrer à mon embellissement. De nouveaux édifices s'ajoutent à mon patrimoine,
tandis que d'anciennes bâtisses, présentes depuis si longtemps, sont rénovées dans un style Renaissance. Charles Quint convertit notamment l'Alcazar en une luxueuse résidence royale. Junto a ese esplendor cultural y artístico, pues también hay una gran pujanza económica. Toledo tiene un artesanado muy potente, hay una gran cantidad de oficios y la ciudad vive sobre todo de las industrias de la lana y de la seda. Son los gremios más poderosos, aunque hay otros que también llaman la atención y que cobran renombre internacional, como es por ejemplo la forja de espadas. Las espadas toledanas todavía gozan de una gran fama, ¿no? Y es en ese momento cuando las ordenanzas de los gremios establecen unas características en su fabricación que serían famosas durante los siglos XVI y XVII. Prospère et puissante, j'emprunte le chemin de la modernité. On fait appel aux plus grands pour améliorer mes infrastructures, à l'exemple de Juanello Turiano, maître horloger de Charles Quint. Cet ingénieur et mathématicien réputé construit l'Artificio, un fantastique mécanisme qui permet de soulever l'eau du Tage sur plus de 100 mètres, jusqu'à l'Alcazar. La prouesse est incontestable et le débit de la machine atteint les 17 000 litres par jour. Si l'Artificio de Juanello nécessite de grands frais d'entretien, il devient une formidable attraction touristique qui attise la curiosité des visiteurs. Nous sommes en plein siècle d'or espagnol, période de grande vitalité culturelle qui contraste avec les rudes conditions que connaît la population. D'innombrables artistes foulent mon sol et trouvent l'inspiration en arpentant mes rues tortueuses. Mais il en est un qui se distingue et avec qui j'ai tissé un lien particulier. Dominikos Theotokopoulos, dit le Gréco. Peintre, sculpteur et architecte originaire de Crète, le Gréco passe quelques années à Rome avant de me choisir comme lieu de résidence. Les commandes affluent sans cesse et mes églises s'emplissent de ses œuvres magistrales aux couleurs chatoyantes. Et le Gréco découvre également une vision différente des artistes, à laquelle il peine à souscrire. Se integró a medias en la sociedad toledana y en los círculos artísticos locales porque él era una excepción en ese momento. Mientras que se consideraba que los artistas eran unos artesanos, él traía de Italia la dignidad de lo que suponía que debía ser un artista, un filósofo, un intelectual, alguien que debería ser apreciado por su obra y no para hacer simplemente lo que se le ordenaba como hacían otros pintores. Le Gréco crée un style original qui multiplie les jeux de couleurs et de lumière. La plupart de ses tableaux sont consacrés à la représentation des icônes, sujet qui domine la peinture de l'époque. Il s'émancipe aussi de cet héritage pour s'intéresser à d'autres sujets. El Greco se asentó en la ciudad gracias a que se ganó una clientela entre los numerosísimos conventos, capillas, parroquias y a su progresiva identificación con la ciudad de Toledo, que convirtió en uno de los protagonistas de su pintura, puesto que con el Greco comienza el paisajismo pictórico. Una de las más maravillosas obras del Greco son las vistas de Toledo. Entre 1596 et 1600, le Gréco peint Vue de Tolède, un tableau qui me représente perché sur ma colline verdoyante. Des couleurs froides se mêlent les unes aux autres avec virtuosité et créent une atmosphère chaotique de fin du monde. Sur le ciel orageux, des percées de lumière évoquent une force divine et confèrent à la peinture une émotion particulière. Il s'agit en tout cas d'une œuvre chère au cœur du Gréco, qui garde le tableau auprès de lui jusqu'à sa mort.
Le célèbre peintre m'immortalise au crépuscule de ma gloire. Tandis que j'accueille les plus grands artistes de l'époque, le pouvoir royal se détache de moi. En 1561, Philippe II, fils et héritier de Charles Quint, décide de fixer la cour royale en un lieu précis. Contre toute attente, le roi porte son choix sur Madrid, une petite ville de moindre importance, que rien ne prédestinait à un tel destin. Après m'avoir dépossédé de mon rôle politique, Philippe II me prive aussi de mes artisans, lorsqu'il ordonne en 1609 l'expulsion des Morisques, derniers descendants des musulmans d'Espagne. Si mon Église reste puissante, je tombe dans une irréversible décadence. Ancienne cité des rois, si convoitée autrefois, je dois désormais laisser l'avenir du pays entre d'autres mains. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que de nouveaux événements me sortent de ma torpeur. En el XIX hay un nuevo elemento que da un cierto dinamismo a la ciudad dormida, a la ciudad decadente, que es el elemento militar, porque aquí se implanta la Academia General Militar, con algunos precedentes en la primera mitad del siglo. Y eso hace que la ciudad se abra hacia el exterior, que reciba a un contingente de población joven y que le dé un mayor dinamismo. L'Académie d'infanterie installe ses quartiers dans l'Alcazar. Cette nouvelle fonction militaire va jouer un rôle déterminant quelques décennies plus tard, alors que mon histoire se mêle à nouveau à celle du pays. Au début des années 30, la Seconde République espagnole est proclamée. Alors que l'Europe connaît une montée des dictatures, le pays fait face à une instabilité politique grandissante. Juillet 1936. Le Frente Popular, coalition rassemblant des organisations de gauche, vient de remporter les élections. Mais cette victoire déclenche l'ire de nombreux officiers de l'armée espagnole, qui se soulèvent et fomentent un coup d'État. Le pays se déchire, et je deviens l'un des premiers fronts d'une violente guerre civile qui oppose deux camps, les républicains, fidèles au gouvernement, et les rebelles nationalistes qui se regroupent derrière le général Francisco Franco. Si je fais partie des villes tenues par le camp républicain, mes nombreux militaires sont favorables aux putschistes. Los milicianos establecen un cerco de las dependencias militares que eran mucho más extensas que el Alcázar, hasta que poco a poco se va reduciendo al propio edificio. Y se utilizó por parte de los golpistas contra la Segunda República como fortaleza en su rebelión. Fueron fundamentalmente guardias civiles, falangistas y miembros de partidos de la derecha los que se refugiaron en el Alcázar desafiando a las autoridades y al ejército de la Segunda República. Les miliciens du camp républicain sont déterminés, mais se heurtent à une défense farouche et efficace. Leurs adversaires ont l'expérience des batailles et comptent dans leur rang des tireurs bien entraînés. Au mois de septembre, le général Franco prépare une offensive contre Madrid. Mais le siège de l'Alcazar et la résistance des militaires nationalistes connaissent un grand retentissement dans le pays et le poussent à retarder ses projets pour la capitale. El asedio duró 2 meses hasta que las tropas de Franco, pues, como se decía entonces, y yo así estudié la historia, liberaron la ciudad y el Alcázar fue utilizado a partir de entonces como un ejemplo del heroísmo de la nación española unida pues, a otros mitos como podían ser Numancia o Sagunto o los tercios españoles,
Simbólicamente o propagandísticamente, la liberación del Alcázar de Toledo a Franco le procuró el ser nombrado un día o 2 días después el generalísimo de los ejércitos y el jefe del Estado de las tropas nacionalistas. En 1939, la guerre civile se solde par la victoire du général Franco et la mise en place d'une dictature qui durera près de 40 ans. Le conflit a laissé des traces sur mon territoire et je suis devenue une ville emblématique de la victoire nationaliste, mise en valeur par la propagande. Dans les décennies qui suivent, les visiteurs affluent pour contempler le lieu où s'est tenu le glorieux siège de l'Alcázar. Tout au long du XXe siècle, je poursuis ma transformation en ville-musée qui protège tant bien que mal ses traditions. Grand centre religieux, j'accueille chaque année l'une des plus anciennes et importantes processions d'Espagne, la fête du Corpus Christi. À cette occasion, un incroyable cortège défile dans mes rues et exhibe aux yeux de tous le joyau de la cathédrale, un grandiose ostensoir datant du XVIe siècle. Selon la croyance populaire, sa partie centrale aurait été réalisée avec le premier or venu d'Amérique. Cité millénaire, j'ai vécu de multiples vies et me suis réinventée au fil des conquêtes et des influences. Ces heures de gloire sont maintenant loin, et le rôle majeur que j'ai joué dans l'histoire de l'Espagne n'est plus qu'un souvenir. Mais ma désuétude n'a pas eu que des inconvénients. Elle m'a aussi permis de conserver mon décor, en me préservant des transformations que subissent les grandes villes. Imaginaros que Felipe II trae la capital aquí. ¿Qué quedaría de Toledo? Absolutamente nada. Se habría tirado, se habrían hecho edificios nuevos y demás, ¿no? Es decir, que aunque para los toledanos, ya digo, del momento lo pudieron haber pasado mal, sin embargo, la ventaja es que hoy en día podemos tener esta ciudad, ¿no? Que por algo es patrimonio de la humanidad. Aujourd'hui encore, je reste farouchement attachée à mon passé, dont je garde précieusement les traces. La conservation de mon patrimoine est toutefois loin d'être aisée y exige les efforts de tous. Una ciudad no se conserva sin el compromiso de sus ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que bueno, hay un compromiso de todos los que vivimos en la ciudad por mantenerla, porque nos consideramos, yo por lo menos así lo hago, estoy orgulloso de mantener mi casa, de mantener mi pequeño lugar en la ciudad en la que, bueno, en la que simplemente vivo y soy feliz. Cet héritage fabuleux peut être employé de bien des façons. La grande puissance politique et commerciale que je fus mise désormais sur le tourisme, une industrie qui fait vivre de nombreuses personnes, mais entraîne son lot de conséquences. Toledo debería ser fundamentalmente una ciudad, y una ciudad es un conjunto urbanístico habitado por personas, en donde viven personas. Y Toledo corre el riesgo de convertirse en un parque temático. Ese es uno de los graves problemas, la masificación del turismo, la gentrificación, la expulsión de muchos habitantes para rentabilizar las viviendas, alquilándolas en breve tiempo a los turistas, a los que vienen de paso. Durante el día las calles están abarrotadas de turistas y por la noche pues, se vuelven a ser aquellas calles silenciosas y solitarias que les gustaban tanto a los románticos. Ce rayonnement touristique n'est pas près de se ternir. Cependant,
je vais devoir apprendre à me diversifier. La clé de mon renouveau se trouve peut-être dans le développement d'une vie culturelle et artistique, moins repliée sur mon histoire. Certains Tolédans œuvrent déjà pour que je m'adapte à leurs envies et que des festivals de théâtre ou de cinéma s'ajoutent aux nombreuses commémorations. Saurais-je relever les nouveaux défis qui m'attendent? J'ai vécu bien des épreuves en 2000 ans d'existence. Et malgré les déconvenues, je suis toujours debout. Pour construire l'avenir, il me faut désormais trouver le juste équilibre entre la préservation de mes souvenirs et la réalité de mon présent.